gars, c'est bon, là, on y va. Allez, Franck, en voiture. Bon anniversaire, Yves, nos vœux les plus sincères. Santé. Santé. Je viens d'arriver. Ça semble être un banal accident. On était tout près d'ici. C'est la femme de la victime qui a prévenu le major. Franck Morier et lui ont servi dans la même unité de para il y a 20 ans. La fille de Morier a assisté à la chute de son père. On a dû la faire évacuer, elle a fait un malaise. Valérie, la sœur de Franck. Yves Perrigo, son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? On a sauté tous les quatre comme d'habitude. Son parachute principal s'est pas ouvert. Et ensuite, le second s'est mis en torche. Comment il allait ces derniers temps? Il n'était pas comme d'habitude. Il avait l'air d'avoir des soucis. Son boulot, probablement. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur? Oui. Vous avez filmé le saut? Oui, j'ai toute la scène. Je voulais faire une surprise à mon mari pour son anniversaire. Gilles travaille ici. Je lui ai demandé de filmer. Je vous l'emprunte. Oui. Je vous le rendrai. Oui. Après une chute de 3000 mètres, c'est pas beau à voir. Je vous préviens. Louis Marzin, je suis patron du club. On a couvert avec sa voile. On pouvait pas le laisser comme ça. Vous étiez avec lui aussi dans l'avion? On était trois. Eric, Yves et moi. Eric a sauté le premier, Franck était le deuxième. Tout se passait bien et puis on l'a vu se mettre en torche. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Franck? Qui a vérifié le sac de Franck avant de monter dans l'avion? C'est moi. J'arrête pas d'y repenser. Tout était normal. Il a plié ses parachutes lui-même? Non, on a un plieur professionnel, Marc Valade. Il est très expérimenté. Il a pu avoir un malaise. Il a paniqué, il a pas trouvé la poignée. Ça arrive. Il avait plus 20 ans. Franck n'a pas fait de malaise. Il était parfaitement conscient. Comment tu peux être sûr? Le parachute de secours est réglé pour se déclencher tout seul à 200 mètres du sol. Or, il s'est ouvert beaucoup plus haut. C'est Franck qui l'a actionné. Et alors? Alors, deux parachutes qui se déclenchent pas. J'y crois pas. C'est pas un accident. Marc est un professionnel certifié. Il plie tous les parachutes depuis 5 ans. On a toute confiance en lui. Quand vous effectuez le pliage, vous êtes seul? La plupart du temps, les habitués comme Franck passent récupérer leur sac une fois que j'ai fini. Il les laisse pas au club? Non?
Ceux qui possèdent leur équipement le rapportent chez eux. Et la torche, vous expliquez ça comment? Un courant aérien qui contrarie l'ouverture, une mauvaise position au moment du saut. Il y a d'autres explications qu'une erreur de pliage. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi Morier a pas ouvert son parachute principal. Par définition, on ouvre rarement un parachute de secours. Comment vous pouvez être certain que celui de Morier était en bon état? Parce que je les vérifie régulièrement. C'est un peu notre assurance vie. En l'occurrence, pour Franck Morier, elle a pas fonctionné. Et son parachute de secours, vous l'avez vérifié quand pour la dernière fois? Ce week-end, Monsieur Marzin était là, il peut vous le dire. L'enquête établira les responsabilités, mais pour l'instant, il est préférable que Monsieur Valade soit suspendu de ses fonctions. Ah, c'était bien de se retrouver là-haut. Comme au bon vieux temps. Ça fait un bail que j'avais pas sauté. Le matériel a beaucoup changé. Ah, il n'y a pas que le matériel qui a changé, hein. Nous aussi. Hier, on guettait les tireurs embusqués. Tu te souviens? Hein? Aujourd'hui, c'est la courbe des ventes que je guette. Eh ouais, je me suis embourgeoisé. Pas toi, hein? En tout cas, t'as réussi ta vie, Franck. T'as une belle famille. Avec moi. Tu crois qu'on a pu saboter 2 parachutes sans que personne s'en aperçoive? Ouais. Chez les militaires, on a un parachute dorsal et un ventral de secours. Par contre, les civils n'ont qu'un seul harnais dans le dos, avec 2 poches. Une pour le parachute principal et l'autre pour celui de secours. Tous les paras expérimentés savent très bien que pour qu'un parachute ne s'ouvre pas, il suffit de glisser une épingle ou un clou derrière ce crochet pour bloquer les œillets. Je vais te montrer. Tu vois? On a 4. Ça empêche le parachute de sortir. Ça prend 1 minute, ni vu ni connu. Et t'as examiné le parachute de Morier, t'as rien vu? Ça laisse pas de traces? Ben non, mais n'importe qui a pu enlever l'épingle avant qu'on arrive. 10 secondes montre en main. Et je croyais que chacun vérifiait le sac de l'autre avant de monter dans l'avion. La ligature a dû sauter aux yeux. Pas forcément. Une épingle, c'est pas facile à voir au milieu des sangles. Puis quand on vérifie, on cherche pas un sabotage. Donc on trouve pas. Et l'autre? Tu fais comment pour mettre en torche? Le parachute de secours? Ouais. Faut serrer les suspentes au bord de la toile. Et pour empêcher le parachute de s'ouvrir, tu prends un simple cordon comme ça. Tu fais un nœud. Et tu rabats le bord par-dessus, enfantin pour quelqu'un qui connaît le matériel. Donc n'importe quel sautant aurait pu saboter les parachutes de Morier. Oui, et n'importe où. Puisqu'il a rapporté le parachute chez lui avant de sauter. Si tu dis vrai, l'assassin se trouve parmi ceux qui se sont rapprochés du corps de Morier. Bon, je rentre à la SR, Guémara a besoin de moi. Je vais rester un peu, j'ai besoin de savoir pourquoi Franck allait pas bien. D'accord. Martin, pour assassiner ton pote, il aurait fallu saboter ces 2 parachutes. Ça fait un peu beaucoup, tu trouves pas? Non, quand on connaît le matériel, c'est très simple. Et quasi impossible à prouver. Une sorte de crime parfait. Écoute, Martin, je comprends ton émotion, mais pour l'instant, on fait comme d'habitude. J'ai eu le procureur, il veut une recherche des causes avec autopsie et expertise du matériel. On verra bien ce qu'il en sort. Mais fais-moi confiance, merde. Je suis sûr qu'on l'a saboté. Ah oui? Et le mobile? Hein? Ce serait quoi, le mobile? Je vais trouver. Écoute, je peux pas laisser partir comme ça. Ok, Martin. Mais t'obstines pas indéfiniment, d'accord? Même si c'était ton ami. Mon capitaine? Oui. La brigade de Saint-Jean-de-Diac nous signale une disparition suspecte. Une jeune femme de 23 ans. On est sans nouvelles depuis 3 semaines. Ah putain, quand je pense qu'on a ouvert une bouteille de chambre dans l'avion. Ouais, ça lui a pas porté chance. C'est pas très réglo l'alcool avant de sauter. C'est la tradition ici. Il y en a un qui fête son anniversaire, on boit une coupe là-haut. C'est tout de même pas ça qu'il a foutu en l'air. Non, sûrement pas. Moi, je suis pharmacien, vous savez, c'est... S'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de servir, merci. J'ai besoin des témoignages de tous ceux qui ont approché le corps de la victime dans les minutes qui ont suivi la chute. Alors, qui était là? Moi. Moi, j'étais là. J'étais derrière le bar à l'intérieur. J'ai entendu crier, alors je suis sorti, je l'ai vu tomber. Franck? Écartez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Ah, aidez-moi! J'étais pas seul, il y avait la maison, du moulin, Linois, Roger
Vassor, il manque Valade, et il y avait Hernandez aussi. Il est déjà parti? Il a dû filer au magasin réconforter l'équipe de Morier. Hernandez est le DRH de l'hypermarché qu'il dirigeait. Merci. Nous allons prendre vos dépositions. Vous serez convoqués ultérieurement. Je t'ai appelé tout de suite, Martin, parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Tu comptais énormément pour lui. Je crois que j'ai jamais vu si heureux que quand t'as été nommé ici. Franck m'a aidé, tu sais. Quand j'allais mal à mon retour de Bosnie, il était là, il a su trouver les mots. Je peux comprendre ce qui s'est passé, Martin. J'ai du mal à croire à un malaise. Et s'il y a eu une imprudence, je veux le savoir. Comment il allait dernièrement? Pas très bien. Il était anxieux, irritable, pas du tout comme à son habitude. Mais il se confiait pas, tu le connais. T'as une idée quand ça a commencé? Je sais pas. Peut-être 2-3 semaines. Tu sais s'il avait eu un conflit avec un des parachutistes de son club? Ah non, c'était des copains, justement. Mais je t'assure, ce matin, il était vraiment pas dans son assiette. Franck, t'as rien oublié? Ton parachute. T'es sûr que ça va? Oui. Tu veux pas me dire ce qui te préoccupe? 45 ans au compteur, 45 bonnes raisons de déprimer. Je t'aime, tu sais. J'ai pas toujours été à la hauteur. Pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai toujours été très heureuse avec toi. J'aurais jamais dû le laisser y aller. Son boulot commence à se passer avec Hernandez, son DRH. Ils s'entendaient très bien, Franck l'appréciait beaucoup. Il l'avait même initié au parachutisme. Et son parachute, où est-ce qu'il le rangeait? Dans le dressing de notre chambre, et personne n'avait le droit d'y toucher. Pourquoi tu me demandes ça? Comme ça, pour rien. Ah, Mathilde, je vous attendais. Une jeune femme a disparu, 23 ans, célibataire. C'est son père qui a signalé sa disparition. Il est là. Dites-moi, Mathilde, comment va Bernier? Il est très affecté par la mort de son ami, n'est-ce pas? Je crois, oui. Je suis pas convaincu que ce soit un meurtre. Et vous? Il y a des éléments troublants? Ouais. Pour l'instant, on n'a rien de concret. Monsieur Cléry. Patricia est une fille sérieuse, vous savez. Elle travaille beaucoup. Mais elle m'appelle très souvent. C'est pour ça que je suis inquiet. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Il y a 3 semaines, c'était pour la fête des pères. Elle est venue spécialement et elle m'a offert un appareil photo numérique. Elle devait partir rejoindre des amis à Ibiza pour 2 semaines, c'est ça? Mais qu'elle m'appelle pas, au début, je trouvais ça normal. Mais l'autre jour, il y a la banque qui a téléphoné à la maison. Patricia est dans la même agence que moi. Ils m'ont dit qu'elle avait fait des dépenses anormales avec sa carte de crédit. Son portable répondait pas? Non. Alors, je suis passé chez elle, puisque j'ai sa clé. Et sur la table, il y avait des fruits pourris. Et puis le billet d'avion pour Ibiza avec une valise toute prête sur le lit. Vous croyez qu'il lui est arrivé quelque chose de grave? Le portable de Patricia Cléry n'a émis aucun appel depuis le mardi 19, la veille de son départ manqué. Et sa carte bancaire? On l'a retrouvé sur un SDF à Toulon. Il prétend l'avoir trouvé par terre sur un trottoir après s'être réveillé d'une bonne cuite. Patricia s'est pas manifestée après la perte de sa carte bancaire. J'aime pas ça. Je vais faire un tour chez elle avec Nadia. Et Patricia, vous lui connaissez des amis? Pas beaucoup. Une ou deux filles qui passaient la voir.
C'est une jeune fille bien élevée et très tranquille, vous savez. Hein. Jamais de bruit, de musique la nuit, trop fort. C'est rare. Bah dis donc, elle s'est prive de rien, Patricia. Hein. Curieux. Elle avait pas de petite amie? J'en ai pas vu de régulier. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Elle vous a dit où elle travaillait? Ah non, elle est très réservée, vous savez, pas le genre à raconter sa vie, bavarder. Bizarre que son employeur soit pas manifesté après ses 15 jours de vacances. Pas d'appel, pas de recommandé. Mathilde? Regarde ça. T'as vu la marque? Rien que la petite culotte, c'est 2 jours de mon salaire. Décidément, ça cadre pas avec un emploi de serveuse, tout ça. Monsieur Hernandez, Franck était perturbé ces derniers temps. Il avait des soucis particuliers? Des soucis. La concurrence le tracassait. Une autre grande surface doit s'installer prochainement dans la région. Quelles étaient vos relations avec lui? Excellente. C'était devenu un ami, on faisait du parachute ensemble. C'était un type formidable, vous savez. Et avec les autres collaborateurs, il y avait des conflits? Non. Juste une altercation avec une caissière que j'ai licenciée. Il a été choqué. Il faut demander ça à Sylvain, c'est lui qui nous a raconté. J'étais en train de charger mon camion et j'ai vu Julie débouler, foncer sur Monsieur Morier. Monsieur Morier? Oui. Je vous jure que je suis pas une voleuse. J'ai rien pris dans la caisse. Je sais pas, je suis désolé, j'ai pas suivi personnellement votre cas. Attendez. Vous pouvez pas me licencier comme ça, j'ai besoin de ce travail. Je suis désolé. J'ai pour principe de jamais remettre en cause les décisions de Monsieur Hernandez. Espèce de salaud! Vous en avez rien à foutre de savoir ce que je vais devenir! Salaud! 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 Vous n'emporterez pas au paradis! On la trouve où, cette Julie Delphos? Mademoiselle Delphos, bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions. Je suis pas une voleuse. C'est la chef qui veut me faire porter le chapeau pour protéger sa copine. Je voulais vous parler de Monsieur Morier. Il aurait mieux fait de m'écouter. Ça lui a pas porté chance de me virer. Qui vous a dit qu'il était mort? Vous faites du parachute? Pourquoi? Vous voulez aussi me coller la mort de Morier sur le dos? Qu'est-ce qui se passe, Julie? Monsieur Valade. Monsieur Valade, vous en avez voulu à Morier pour le licenciement de Julie, votre compagne? Évidemment. Mais de là à saboter son parachute, c'est du délire. Vous vouliez peut-être juste lui flanquer la frousse, lui donner une bonne leçon. Et ça va pas, non? On joue pas avec la vie d'un mec qui saute de 4000 mètres. On a appelé votre banque. Vous avez un crédit très lourd sur votre maison. Et si Julie ne retrouve pas un emploi rapidement, vous serez obligé de la vendre. Il y a de quoi avoir des envies de meurtre, non? Mais putain, qu'est-ce que vous avez contre moi à la fin? Je suis pas un assassin. Écoutez, n'importe qui a pu toucher à ces parachutes. Tenez, la dernière fois que j'ai vérifié le parachute de secours, j'étais pas seul dans le hangar. Marc, excuse-moi, tu peux venir une seconde s'il te plaît, je voudrais ton avis sur le nouveau harnais que je vais acheter. Ok, Eric, j'arrive. C'est absenté combien de temps? Je sais plus. Au moins 10 minutes. Et quand vous êtes revenu, est-ce que Marzin était encore dans la salle de pliage? Non. Le hangar était vide. Écoutez, je veux accuser personne. Je veux juste dire que n'importe qui a pu entrer et saboter derrière mon dos. Il n'a rien fait. On est d'accord. J'ai l'impression que dans cette affaire, il n'y a pas d'autre coupable que l'imprudence ou la malchance. Enzo. Écoute, Martin, regarde. C'est des témoignages qui ont été recueillis par le lieutenant de la brigade. Ils sont 6 à s'être rapprochés du corps et il n'y en a pas un qui a un mobile. C'est très fragile, Martin. On n'a rien, même pas la certitude que c'est un meurtre. Moi? Si. Mais ça suffit pas. T'arrives de te tromper. Pas cette fois. J'ai quelque chose qui peut confirmer l'hypothèse de Martin. Dans l'ouverture du parachute principal, j'ai trouvé des peaux mortes sur les sangles. Peaux mortes? Oui. Probablement des pellicules de cuir chevelu. Or, on sait maintenant que le cadavre de Morier n'en portait pas. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a ouvert le sac de Morier après qu'il soit plié.
Merci Nadia. Il faut comparer les fragments de peau avec l'ADN de tous ceux qui ont approché le cadavre. D'accord, mais Martin, t'emballes pas, ok? Très gentil d'avoir répondu si vite, mademoiselle Dufour. Adjudant Delmas. Vous étiez très liée avec Patricia Cléry? On se connaît depuis le collège, vous comprenez? On se voyait moins, mais on se parlait souvent. Dites-moi, vous devez savoir comment elle gagnait sa vie? Ben, pas vraiment. On n'a retrouvé ni fiche de paye dans ses papiers, ni virement de salaire depuis près d'1 an. Elle n'a pas d'emploi fixe, n'est-ce pas? Pourquoi elle ment à son père? Je crois qu'elle veut pas l'inquiéter. Bah, elle vit de quoi, alors? Bon, il faut absolument que je sache, mademoiselle, si on va avoir une chance de la retrouver vivante. En fait, Patricia, elle a fait une rencontre. Oh, regarde celle-là, elle est trop classe. Le prix aussi est classe. Oh, tant pis, moi je craque. Attends, je comprends pas, là, t'as plus de boulot et tu claques un fric pas possible. Faut que tu m'expliques, là. Bon, écoute, j'avais promis d'être discrète, mais à toi, je peux bien le dire. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Vous n'avez vraiment aucune idée de qui ça peut être? Elle n'a jamais voulu me donner son nom. Peut-être qu'elle est partie avec lui au bout du monde. Ah, Luc, regarde. Coup de main, Major? Je voudrais voir distinctement ce passage, mais j'arrive pas à rendre l'image plus nette. Ouais, ben, faut filtrer le signal pour augmenter la def. Ouais, c'est là. Quand Franck fait le geste. Fiche d'image. Et qu'est-ce qu'il fait? Hier, on guettait les tireurs embusqués, hein, tu te souviens? Hein? C'est un code militaire. Un code de para. Franck a dû voir quelqu'un au sol qui le filmait. C'est pour ça qu'il a fait ce geste. Il voulait nous prévenir. Nous? Je crois que tu prends cette affaire trop à cœur, Martin. Mais regarde cette bande, regarde ce geste, Enzo, c'est pas un hasard. Morier va s'écraser 5 secondes plus tard. Il a à peine le temps de réfléchir. J'ai l'impression que tu essaies de te convaincre toi-même, Martin. Pour nous, tu sais ce que ça signifie, ce geste? Que l'opération en cours est un piège. Personne ne touchait au parachute de Franck. Et à part ma fille et moi, personne ne savait qu'il le rangeait dans le dressing. Tu es sûr? Mais évidemment. À part la femme de ménage, évidemment. Réfléchis, Nathalie. Qui parmi tes amis ou tes connaissances aurait pu s'approcher du dressing quand le parachute s'y trouvait? Non, je vois pas. Se trouve où, ce chalet? C'est près de la Brède. Il appartient à Yves, mon beau-frère. Ils aimaient bien aller tous les 4 là-bas. Entre hommes. Chasser le gros gibier et jouer au poker. Leur séminaire 1 fois par mois, comme ils disent. Et un des 3 est venu ici le voir dernièrement? Oui, il y a mon beau-frère qui est venu dîner avec sa femme avant-hier soir. Avant-hier? Ils avaient quel genre de rapport, lui et Franck? Bon, ils étaient très proches, tu sais, on partait tout le temps en vacances ensemble. Pourquoi tu me demandes? Martin, Yves, c'est impossible. Nathalie, qu'est-ce qui s'est passé? T'as rien remarqué de particulier pendant ce dîner? Non, je les ai juste entendus discuter. J'ai cherché les hommes. Allez, je t'en sais un. Ah ouais. Tu réalises ce que tu viens de me dire? On est tous dans le même bateau, Franck. J'y arrive pas, c'est trop dur pour moi. Je suis pas comme toi, moi. T'arrêtes d'embêter mon mari. Si ces messieurs veulent bien oublier leurs petites affaires 5 minutes, qu'on puisse passer à table. Je fais profiter de mes plus belles affaires et lui, il veut laisser tomber. C'est pas bien. Je vais aux toilettes. Voilà, il nous a rejoint quelques minutes après. Les toilettes sont là, à côté du dressing où il rangeait son parachute. Dans l'ouverture du parachute principal, j'ai trouvé des peaux mortes sur les sangles. Probablement des pellicules de cuir chevelu. Nathalie, il faut que tu essaies de te souvenir de quand datait le changement d'humeur de Franck. Il faut que je sache ce qui te préoccupait. Alors tu y penses tranquillement. Et tu me rappelles.
Périgot, votre bureau m'a dit que je vous trouverais chez vous. Vous étiez très lié avec Franck. C'est vrai. J'ai besoin de votre sentiment. Il était anxieux ces derniers temps. Vous savez pourquoi? Gérer un hypermarché, la grande distribution, c'est pas de tout repos. La discussion que vous avez eue avec lui l'autre soir, avant le dîner, c'était à quel propos? La discussion, je sais plus. Pourquoi toutes ces questions? Qu'est-ce qui était trop dur pour lui? Dur, mais comment... En fait, Franck craignait de perdre de l'argent dans un placement que je lui avais conseillé de faire. Un gros coup, un peu risqué, ça lui faisait peur. Mais bien sûr. Ah, je souhaiterais prélever un échantillon de votre ADN. Vous êtes d'accord, naturellement? Oui, mais je peux savoir pourquoi. Une simple vérification. Vous frottez l'intérieur de la joue. C'est l'ADN de Périgot. Je veux que tu le compares avec les peaux mortes du parachute. Le beau-frère de la victime? Ce serait lui? Peut-être. Tu peux l'avoir pour quand? Ils sont débordés au labo central en ce moment. 48 heures, ça ira? Nadia. Bon, d'accord, demain. C'est bien parce que Morier était ton ami. Martin, je comprends que tu veuilles aller jusqu'au bout, mais n'en fais pas trop. Parce que je veux la vérité, c'est trop? Non. Mais parfois, quand les choses te touchent, tu perds la mesure. Alors? Périgot a dîné chez Franck la veille de sa mort. C'est lui qui a vérifié son parachute avant de monter dans l'avion. Il a des pellicules. Il s'est pas approché du corps. Ah, comment il aurait fait pour enlever ce qui bloquait les ouvertures? Il a pu agir avec un complice. Il faut chercher ce qui relie Périgot avec un des types qui a couru vers le corps de Franck. Il s'y serait mis à deux maintenant. Et alors pourquoi ils auraient tué Morier, ces types? Il doit exister un mobile. Je trouverai. Patricia Cléry. On avance? Elle avait plus de boulot depuis 8 mois. D'après sa meilleure amie, elle aurait un homme dans sa vie. Mystérieux, riche et marié. Apparemment, c'est lui sa source de revenus. On cherche à l'identifier. À part ça? J'ai réussi à joindre les copains qu'elle devait retrouver à Ibiza. Ils sont toujours là-bas, mais ils savent rien. J'ai du mal à établir son emploi du temps avant sa disparition. Elle se servait peu de son portable et elle n'a pas d'ordinateur. Mais un certain Cyril Rougier l'a contacté régulièrement. C'est peut-être lui l'homme marié? Peut-être. En tout cas, le dernier appel reçu provient d'un hôtel dans le centre-ville. Et le numéro de cet hôtel revient régulièrement dans ses contacts, surtout en fin de journée. Et c'est dans la même zone que les appels de Rougier. C'est soit un client de l'hôtel, soit un employé. Il suffit de leur demander. Cyril Rougier? Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Adjudant Delmas. Je cherche Patricia Cléry. Vous la connaissez, je crois? Ouais, Patricia, c'est une copine, pourquoi? J'enquête sur sa disparition. Elle a disparu? La merde alors, depuis quand? Personne ne l'a revue depuis le mardi 19. Vous avez quel genre de relation avec elle? Des copains, on s'est connus dans un boulot. Elle était serveuse et moi j'étais barman. Vous avez eu une aventure avec elle? Ah. Copain, j'ai dit. Surtout depuis qu'elle a changé de registre. C'est-à-dire? C'est une call girl, Patricia. Ça va? Tu parles, c'est calme en ce moment. C'est vrai, moi je en profite. Je pars en vacances à Ibiza retrouver des potes. Je t'appelle quand je rentre? Je l'appelle de temps en temps quand les clients ont besoin d'une fille. Ça s'appelle du proxénétisme, monsieur Rougier. C'est 3 ans ferme que vous allez prendre. Attendez, les clients, ils savent que je connais les filles. Ils me demandent d'appeler quand je monte le plateau dans leur chambre. Il est où le mal? Bon, vous avez appelé Patricia le mardi 19 à 20h. Elle est venue? Si vous le dites. Bon, pourquoi? C'est le jour où elle a disparu? D'accord. J'ai fini mon service avant qu'elle redescende. Je l'ai pas revue, je pouvais pas m'inquiéter. C'était qui le client ce soir-là? Ah, ça, je peux pas vous le dire. Ils veulent de la discrétion. Ah, vous l'êtes discret? Vous pourriez mieux me dire son nom, sinon j'alerte la direction, j'interroge tous les clients de l'hôtel. Je doute qu'ils apprécient. Alors? Le client s'appelle Blancard. C'est un habitué. Justement, il est en ville aujourd'hui. Vous le trouverez à la 2170, vers 18h.
Cafez-vous, s'il vous plaît. Cafez-vous, s'il vous plaît. Arman, les premiers arrivés sont Dumoulin, Roger, Linois, Vassor. Ensuite, Valade s'est penché sur le corps, ce qui a été confirmé par toutes les dépositions. Et le dernier, d'après tout le monde, c'est la maison. Le seul qui ait pu retirer ce qui a empêché l'ouverture des parachutes sans que personne ne le remarque, c'est lui. La maison. Périgot et la maison. Ils sont montés dans l'avion avec Franck. Ils ont trinqué. Ils ont sauté ensemble. Bonjour, la 2170, s'il vous plaît. Monsieur Blancard? Ma femme n'en saura rien, j'espère. Si vous coopérez, il n'y aura pas de publicité. Vous utilisiez régulièrement les services de Patricia? Je la fais venir quand je suis à Bordeaux pour mon travail, environ tous les 15 jours. C'est une fille très gentille, charmante. On passe un bon moment ensemble, rien de plus. Elle est partie à quelle heure? Elle a quitté la chambre vers 10h. Je t'appelle un taxi? Je te remercie, c'est pas la peine. T'as un autre rendez-vous? Tu veux pas rester encore un peu? Écoute, j'ai envie d'aller boire un verre avant d'entrer chez moi. Et puis la journée n'est pas finie. Tu comprends? Allez, salut. À la prochaine. Oui, Luc, est-ce que tu peux me sortir la liste des bars et des boîtes dans le périmètre de l'hôtel, s'il te plaît? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait quelque chose de grave? Vous êtes la dernière personne à l'avoir vue vivante. Je vais devoir vous mettre en garde à vue, monsieur Blancard. Le temps de vérifier tout ça. On a reçu les analyses de sang de Morier. Cette fois, l'hypothèse du meurtre tient plus. Je suis désolé, Martin. Il y avait une très forte dose de bromazépam dans le sang. C'est un anxiolytique, plus du champagne. Le mélange a pu altérer son état de conscience. Il aura perdu ses repères et lorsqu'il a voulu ouvrir son parachute de secours, le malheur a voulu que celui-ci se mette en torche. Regarde mieux la vidéo, tu verras que Franck est lucide jusqu'au bout. Je pense surtout que Périgot a agi avec la maison. Ça suffit, Martin. Tu perds ton temps. Il faut revenir à la thèse de l'accident, alors tu clôtures le dossier. En attendant, tu vas aider Mathilde sur la disparition de Patricia Cléry. Va te mettre au courant. Bonsoir. Gendarmerie nationale. Oui, elle vient de temps en temps. Je l'ai vu parler avec un type ce soir-là, mais c'était pas un habitué, sinon je m'en souviendrais. Elle partait pas systématiquement avec un homme? Non. Elle a des ennuis? On l'a pas revue depuis qu'elle est sortie de chez vous. Oh merde. Mais il n'y a pas un détail qui vous revienne? À part qu'il était bien sapé, genre costume de marque, élégant quoi. J'aimerais pouvoir vous aider davantage pour Patricia. Je suis désolé. Enzo, les pellicules qu'on a retrouvées dans le parachute de Morier appartiennent effectivement à Yves Périgot. Ok, Périgot a manipulé le parachute principal de Morier. Et après, il s'est pas approché du corps après l'impact. Donc il a pas pu retirer ce qui bloquait l'ouverture, on est d'accord? Oui. Mais d'après Martin, la maison a pu le faire. Et s'il avait raison quand il pense qu'il y a deux complices? Le beau-frère de Morier et un de ses copains avec lui dans l'avion. Ils lui font boire du champagne pour l'anniversaire de Périgot. Il devait savoir que Morier prenait un anxiolytique. Et vu le type d'accident, ils se sont doutés qu'on allait faire une prise de sang et qu'on allait conclure à un malaise. Un plan parfaitement organisé. Un crime parfait. C'est toi qui avais raison, Martin. Ils sont tous complices. Tous les trois. Périgot, Marzin, la maison. C'est un meurtre collectif. Marzin a saboté le parachute de secours pendant que la maison a tiré le plieur du hangar.
Périgot, lui, a ligaturé le parachute principal au cours du dîner la veille chez les Moriers. Et c'est la maison qui a retiré les ligatures au moment où il a recouvert le corps avec la voile. Chacun sert d'alibi aux autres. Ils se croyaient tous à l'abri, mais je te jure que là, ils vont payer. D'accord, Martin. Et à part l'ADN de Périgot, on n'a pas grand-chose. L'anxiété soudaine de Franck, cette dépression inhabituelle. Pour moi, c'est ça le point de départ. Il s'est passé quelque chose entre eux, et c'est là qu'on va trouver le mobile. C'était quand exactement? Je te remercie, Nathalie, ça va nous aider. Il y a 3 semaines, Franck et ses copains ont passé ensemble la nuit au chalet de chasse de Périgot. C'est ce jour-là qu'il a changé, qu'il a commencé à s'angoisser. Le mardi 19. Le mardi 19, tu dis? Oui. C'est curieux, mardi 19. C'est la nuit où Patricia Cléry a disparu. Encore? Vous voulez une carte de membre? Vous connaissez un de ces hommes? Lui. Maintenant, je me rappelle. C'est lui le type avec lequel Patricia est partie ce soir-là. Périgot a quitté le Glams avec Patricia à 23h. On a la preuve qu'il s'y trouvait puisqu'il a appelé Marzin à 23h01. À ce moment-là, Patricia était avec lui. C'est confirmé par le témoignage du serveur du bar. 20 minutes plus tard, Périgot appelle Marzin de nouveau. À ce moment-là, il se trouve sur la D107, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, vers Issac. C'est ici que se trouve le chalet de Périgot. D'après la femme de Franck Morier, ils se sont retrouvés cette nuit-là. Périgot a ramené Patricia auprès de ses copains. Ils ont voulu s'amuser avec elle, quelque chose a mal tourné. Patricia est morte. Franck l'a pas supporté. C'est pour ça qu'il avait changé. Franck a dû vouloir se dénoncer. Et les autres l'ont tué pour le faire taire. On n'a même pas la preuve que Patricia se trouvait au chalet avec eux. Faut les arrêter pour les empêcher de communiquer entre eux. Les perquisitionner là-bas. C'est risqué. Sans éléments, on n'aura que les 48 heures de garde à vue pour les faire craquer. Et ensuite, plus aucune cartouche. C'est notre seule chance. Je sais pas ce que vous cherchez, mais c'est ridicule. J'ai très peu d'empreintes. Le ménage a été fait ici il n'y a pas longtemps. On dirait que ces pelles ont servi récemment. Mais t'as raison. Je vais faire analyser les résidus. Ça nous dira peut-être d'où provient cette terre. Capitaine? Ouais. S'il vous plaît. Martin, il y a de très importantes traces de sang sur le carrelage. Monsieur Périgot, vous avez embarqué cette jeune femme dans votre voiture à 23h. Et depuis, personne ne l'a revue vivante. Je vous répète que je l'ai larguée cours de Verdun avant d'aller rejoindre mes copains. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Enfin, je la connais pas, moi, cette fille. Je l'ai jamais vue. Comment il faut que je vous le dise? Pourtant, votre ami Yves Périgot était avec elle quand il vous a appelé en sortant du bar. Et alors? Alors? Il vous a annoncé qu'il l'a ramené au chalet? N'importe quoi. Au chalet, on s'est retrouvés entre hommes pour faire un poker, comme d'habitude. C'est qu'à demander aux autres. Voilà pour Marzin à la maison. Merci Mathilde. Ah, alors? Vous avez trouvé quelque chose au chalet? Du sang que je vais analyser. C'est tout? Vous n'avez pas le corps de Patricia? Non. Attendez, mais sans cadavre, le dossier tiendra jamais devant le juge. Je sais. On élargit la zone de recherche. Et vous, ça donne quoi? Ils chantent tous la même chanson. Marzin et la maison n'ont jamais vu Patricia. Et Périgot? Il a bu un verre avec elle au Glams. Il l'a quittée vers 23h sur le trottoir pour aller rejoindre ses copains. Et personne pour témoigner du contraire. Ils savent qu'en restant solidaires, ça bétonne leur alibi. On ne pourra pas les garder indéfiniment. Il nous faut des preuves et des aveux. Monsieur la maison, je suis sûre que vous regrettez ce qui s'est passé avec cette pauvre Patricia. Mais c'est dingue, mais je sais même pas qui c'est, Patricia. Mais j'ai rien fait, je l'ai pas tuée, je suis innocent, moi. Qui vous a dit qu'elle est morte? J'en sais rien, enfin, j'imagine, c'est tout. Je quoi?
Je quoi? Le sang dans le chalet. Je suis désolé, c'est celui d'un chevreuil. Ça fait 36 heures de garde à vue et on n'a aucun élément. Je vais être obligé de la relâcher. Les résidus sur les pelles. C'est une terre fortement siliceuse, qui ne correspond pas du tout à la nature argileuse du terrain à proximité immédiate du chalet. Tu as comparé avec la structure géologique des alentours? Ah bah oui, évidemment. Voilà. Heureusement pour nous, il y a très peu de zones siliceuses autour du chalet. On examine tout dans un rayon de 5 km, on essaye de repérer les terrains fraîchement retournés, et ensuite on sonde. Je suis convaincu que t'as raison, Martin. Mais le corps de Patricia se trouvait à 2 km du chalet. Ça donne aucune preuve de la culpabilité de Périgot et de ses copains. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Ni pour Patricia, ni pour Franck. D'accord. Pour l'instant, il est trop tôt pour les arrêter de nouveau. Il faut d'autres éléments. Sinon, on ne pourra jamais les faire craquer. Et tu le sais très bien, Martin. Alors attends au moins les résultats de l'autopsie. Merde! Oui. Oui, Martin? Patricia Cléry est morte d'un coup porté à la nuque. Fracture fermée, il n'y a pas eu de sang. Mais on a des éclats de pierre incrustés dans son crâne. Des éclats de pierre. Ça y est, on les tient. La table du chalet. Il faut faire les prélèvements. On a la preuve que Patricia Cléry a été tuée dans votre chalet. Alors maintenant, vous nous dites la vérité. Et vite! D'accord. J'ai ramené la fille au chalet pour qu'on s'amuse un peu avec elle. Il en faut pour tout le monde quand même. Ah, oui. C'est à cause de Franck. On voulait protéger sa mémoire pour sa femme et sa fille, c'est pour ça qu'on n'a rien dit. Attention, Périgot. On veut la vérité. C'était un accident.
C'est vrai, Patricia avait accepté de finir la soirée avec nous, on avait tous un peu bu. Je sais pas pourquoi elle n'a pas voulu le Morier. Alors il s'est énervé. Il l'a poussée violemment, elle est tombée à la renverse. Et là, il a paniqué. Il voulait à tout prix éviter le scandale. Alors il nous a... Vous a quoi? Il nous a convaincus d'aller l'enterrer. Espèce de pourriture. Vous mentez. Franck, c'était pas un saint, mais c'est pas lui qui a tué cette jeune femme. Il voulait parler, se dénoncer. Et c'est pour ça que vous l'avez assassiné. Marzin et la maison aussi, Charles Morier. Ils ont senti qu'on était sur le point de retrouver le cadavre de la fille. Alors ils se sont mis d'accord. C'est leur parole contre celle d'un mort. Ils peuvent pas s'en sortir comme ça en salissant Franck. Ils l'ont tué froidement, de façon atroce. Tout ça pour préserver leur confort et leur réputation. Il ne reste que 2 heures de garde à vue, Martin. Enzo, laisse-moi Eric la maison. C'est plus fragile. D'accord. Sur la maison, vos copains ont avoué. C'est vous qui avez tué Patricia Cléry. C'est pas vrai. Non, mais c'est dégueulasse, ils ont pas dit ça. On a retrouvé des traces de votre ADN sur elle. Non, sur elle, c'est pas possible. Je l'ai pas touchée. Je l'ai pas touchée, moi, c'est lui. Qui, lui? Qu'est-ce que tu fais? On t'attend, alors viens. Lâche-moi, je te dis que tu m'emmerdes, ok? Bon. Ok, à tout à l'heure. Arrêtez! Non, j'avais dit pas tous ensemble! Non! Allez, viens! Pas comme ça! T'es une pute ou t'es pas une pute? Les gars, foutez-lui la paix. Laissez-la partir maintenant. Tu nous emmerdes comme ça. Casse-toi. Putain, elle est morte. Il faut plier les flics. Non mais t'es malade. T'as réfléchi une seconde au scandale? À nos familles, à nos enfants. On est tous finis si on appelle les flics. Qu'est-ce que tu proposes? C'est tous rangé à la vie de Périgot. Puis la vie a repris comme avant. Et Morier a commencé à déconner. Le Lexomil ne suffisait plus. Chaque jour, il parlait de se dénoncer. Périgot nous a réunis tous les trois. Il commençait à avoir peur de ne pas pouvoir contrôler Morier. On était en train de monter une énorme opération immobilière. Il y avait nos femmes, nos gosses, nos vies, quoi. On pouvait pas tout foutre en l'air. Pour rester solidaire, vous avez orchestré cet assassinat collectif. Chacun une part de responsabilité. Chacun un alibi. Oui. J'ai mis du temps à te suivre, Martin, mais Moi, c'était mon ami. Toi, tu as eu raison d'être prudent. Tu as fait ton boulot. on a tous fait notre boulot. Alors? Et la mort doit remonter à plusieurs heures. On a trouvé les cartes bancaires et les papiers de la voiture. Tout est au nom de Nelly Fernet, de avenue Charles Baudelaire à Bordeaux. On vérifie si l'adresse est bonne et on prévient sa famille. À vos ordres.
Monsieur Fernet? Oui. Gendarmerie nationale. J'ai roulé un peu trop vite. Bon, écoutez, c'est pas une excuse, mais j'ai opéré toute la nuit. Je suis chirurgien, j'étais de garde pendant 24 heures et j'étais pressé de rentrer. Nous ne sommes pas là pour ça. Vous êtes bien marié avec Nelly Fernet, née Roudy. Oui? Pourquoi? Votre femme a eu un très grave accident de voiture cette nuit. Non. Non, c'est impossible, elle n'est pas sortie. Son véhicule a quitté la route. Je suis désolé, monsieur Fernet, mais votre femme est décédée. Je vous dis qu'elle est là, elle est dans la maison, c'est pas possible. Nelly? Je suis sûr qu'elle prend son café, là. Nelly? 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 Ne touchez à rien, monsieur Fernet. Et alors, la femme dans la voiture, c'est qui? On a découvert la victime à 7h20 en venant prévenir le mari. Nelly Fernet, 35 ans, mariée, 2 enfants, gynécologue. Apparemment, elle a été poignardée par l'inconnue qu'on a retrouvée dans le ravin morte au volant de la voiture qu'elle avait volée ici. Vous n'avez pas pu identifier la femme accidentée? Pas encore, non. Et les causes de l'accident? Elle était sur une voie condamnée à la circulation, elle a enfoncé la barrière. On comprend pas ce qui s'est passé. Poignard de combat japonais. C'est un objet de collection. Logiquement, il était posé là. La taille et la forme des plaies peuvent tout à fait correspondre à ce genre de lame, qui possède un seul côté tranchant. On a de très nettes empreintes sur le manche, a priori les mêmes que sur une des tasses. On va les comparer avec celles de la femme qu'on a retrouvée dans la voiture. Il faudrait pouvoir l'identifier. Mathilde est partie sur les lieux, elle va essayer de savoir. Tu peux évaluer l'heure de la mort? Oui, je dirais une dizaine d'heures, je peux pas être plus précise. Après avoir pris le thé avec sa victime, cette femme morte sur la route aurait poignardé Nelly Fernet pour la voler. La porte est fermée. La clé est tombée. On a dû secouer la porte. Il semblerait que Nelly Fernet ait été agressée pendant qu'elle consultait dans son cabinet. Un dimanche soir. Tu viens voir le cabinet médical? Une consultation à 20h30. Une urgence, probablement. Nelly reçoit une patiente avec laquelle elle est liée d'amitié. Elle lui offre un thé avant de l'examiner. Le stylo est resté ouvert. Nelly Fernet a commencé à rédiger la date sur l'ordonnance. Le papier de protection n'a pas été retiré de la table d'examen et le spéculum est posé là sans avoir été désinfecté. On dirait bien que Nelly Fernet a été agressée par sa patiente après qu'elle se soit rhabillée. Vous avez trouvé des empreintes? Je crois. Là, sur le côté. Bien, eh ben, on va les comparer avec celles qu'on a prélevées sur le poignard et la tasse de thé. Bah, de toute façon, on a l'ADN de la patiente sur le spéculum. Ça nous permettra déjà de comparer avec la morte dans le ravin. Nadia. Tu vois les objets renversés? Nelly venait du couloir, elle essayait de fuir par le jardin quand quelqu'un l'a frappée. Elle avait compris qu'on en voulait à sa vie. Ouais, Martin. Écoute, la voiture a défoncé une barrière. Elle a pris une voie interdite à la circulation. Non, aucune trace de freinage ni de dérapage. Rien. La voiture est allée direct dans le ravin. Bon, on la ramène à la SR pour les prélèvements et l'expertise, là. Les empreintes et une photo de la conductrice. Ok.
Attendez une minute. Manu, tu me prends un cliché de la victime? Merci, ça par mail. C'est elle qui était dans la voiture. Oui. Vous la connaissez? Marianne. Marianne Pradier, une étudiante en biologie. Elle assurait les soirées et les week-ends à l'accueil de la clinique pour payer ses études. Et puis on l'avait prise comme babysitter pour garder les enfants. J'ai dû la licencier il y a 3 jours. Voilà. Pourquoi? Pour l'absentéisme, pas assez aimable avec les patients. Elle passait par les messages. On a eu beaucoup de réclamations. Je pense qu'elle était très absorbée par ses études. On a besoin d'un personnel plus motivé. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'en ai besoin de ce boulot. Je suis désolé, Marianne. Là, c'est plus possible. Vous avez fait trop d'erreurs. Et moi, j'ai des patients qui se plaignent. Écoutez, je vous promets que ça va s'arranger. J'ai eu une sale période, mais c'est fini maintenant. C'est trop tard, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Voilà. Attendez, vous étiez bien content cet hiver. Quand il y avait personne ici, je vous ai fait tous vos week-ends. C'est vous qui avez changé, Marianne. Moi, j'ai plus confiance en vous. De toute façon, je suis pas le seul à décider. Vous aussi, vous voulez me virer? Non, c'est pas moi qui décide pour la clinique, Marianne, c'est mon mari. Et il vous a averti à plusieurs reprises. Et pour le babysitting, vous me prendrez plus, quoi. Franchement, j'y tiens pas. Laurent. Nelly, faut trancher dans le vif. Crois-moi. Bah moi, je les aimais, vos gosses. Et puis eux aussi, je peux vous le dire. Enfin, évidemment, vous pouvez pas savoir, vous. Bah ouais, vous êtes jamais là. Je suis pas d'accord avec toi, Laurent. T'es beaucoup trop dur avec elle. Cette petite se bagarre pour faire ses études, c'est pas un pas d'argent. C'est vrai qu'elle est bien avec les enfants. Elle est parfaite avec eux. Je ne pouvais pas la garder à la clinique, tu le sais très bien, on a une réputation à tenir. Maintenant, elle nous en veut. On va pas continuer de confier les enfants, c'est pas sain. Docteur Fernet, vous savez si Marianne Pradier avait un problème gynécologique? Non, pas à ma connaissance. Et vous pensez que votre femme aurait pu la recevoir pour une consultation un dimanche soir? Nelly était toujours disponible pour les urgences, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Ça, Marianne le savait. Et vous étiez où hier, vers 20h? En salle d'op. J'ai enchaîné 2 interventions, j'ai pas bougé entre 15h et 7h ce matin. Bon, vous avez fini. Je peux y aller, là. Vous voulez aller où? Chercher mes enfants. Ils sont chez mes parents. Et je dois leur annoncer la mort de leur mère. Dites-moi, vous croyez que c'est de ma faute si Marianne l'a tuée? Le listing des dernières communications du docteur Nelly Fernet. À 18h30, elle a reçu un appel de Marianne Pradier. Aussitôt après, Nelly Fernet a tenté de joindre son mari, sans résultat. À 19h20, elle a reçu un dernier appel d'une certaine Madame Wilson. La communication a duré 30 secondes. Donc Marianne Pradier a probablement prévenu le docteur Nelly Fernet de sa visite. Le tout est de savoir si Marianne avait un vrai problème gynécologique auquel a pris ce prétexte pour s'introduire chez Nelly sans éveiller ses soupçons. Et pourquoi, suite à cet appel, Nelly a tenté de joindre son mari. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette Marianne Pradier? Inconnu des services, parents divorcés, ils ne vivent pas dans la région. Elle loue une chambre chez l'habitant, j'ai l'adresse. On va y aller. Ah, et son portable, t'as pu jeter un œil? Oui, elle a appelé un taxi pour se rendre chez Nelly Fernet. Et puis il y a un numéro italien qui revient souvent dans sa liste d'appels. Il a été émis juste 2 heures avant sa mort. Un opérateur italien? Oui. Oui, mais là, ça va être long et compliqué pour retrouver l'abonné. Ce sont les empreintes de Marianne Pradier que l'on a retrouvées sur le poignard, sur une des tasses de thé et sur la table d'examen. Ça ne fait aucun doute. Marianne est la dernière patiente de Nelly Fernet. Donc après avoir pris le thé, elle se fait examiner. Et alors brusquement, elle tue sauvagement son ex-patronne? Les parents Fernet venaient de la virer. Ils ont pu se disputer. Marianne a peut-être demandé une compensation financière et ça s'est mal terminé. À moins que Laurent Fernet ait menti. Après tout, il peut raconter ce qu'il veut sur Marianne. Elle est plus là pour le contredire. Si elle a été sa maîtresse et qu'il s'en est lassé, il a pu vouloir s'en éloigner. À ce moment-là, elle aurait tué Nelly par vengeance avant d'aller se précipiter dans le ravin. Culpabilité, suicide. Laurent Fernet nous aurait menti pour préserver sa réputation et ses enfants? Possible. Bon, on perquisitionne chez Marianne et à la clinique. On interroge le personnel ainsi que les proches et les amis des victimes.
venue chercher ses affaires vendredi. Bon, elle avait pas l'air dans son assiette, mais elle a rien voulu me dire. Elle avait des problèmes avec la direction? Le docteur Fernet n'était pas très content d'elle. D'après vous, c'était justifié? Un peu. Oui, le docteur Fernet est très exigeant sur le fonctionnement du service et cette pauvre Marianne était complètement cassée. Auparavant, les relations entre Laurent Fernet et Marianne Pradier étaient de quel ordre? Marianne et le docteur Fernet? Oh non, non. Ou alors ils cachaient bien leur jeu. Non, non, Marianne était une fille sérieuse et les Fernet s'entendent bien. Enfin, je veux dire, s'entendaient bien. C'est affreux, avec 2 petits-enfants. Mathilde? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas vrai? C'est incroyable. C'est vrai, ça va? Et toi? Ça fait quoi? Je sais pas, 6 ans, non? 7. Et je savais pas que t'étais à Bordeaux. Bah si, je bosse ici, moi. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire? Tu veux voir quelqu'un ou t'as un problème de santé? Non, non, je suis adjudante gendarmerie à la section de recherche. On enquête sur le meurtre d'Anneli Fernet. C'est toi pour Nelly? Tu la connaissais bien? Ouais, très bien. Ouais. C'était vraiment une femme formidable. C'est vraiment atroce ce qui lui est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Marianne? On n'a encore aucune certitude. Et t'en pensais quoi, toi, de Marianne Pradier? Pas grand-chose. Elle faisait un tiers-temps ici. Et toi, tu fais quoi? Je suis un des assistants de Laurent Fernet. Et t'étais avec lui hier pendant ses interventions? Non, hier soir, c'était pas moi. T'étais où? Dis donc, c'est un véritable interrogatoire, là. J'étais chez moi, je traînais avec des copains. Ça te va? Parce que moi aussi, j'ai le droit de te poser des questions. Vas-y. Mathilde, je vais interroger le reste du service. Et là, je repasse. J'ai complètement coupé les ponts avec les copains de l'époque. Comme moi. Tu sais, moi, j'ai dû travailler dur pour y arriver, mais bon, maintenant, ça va mieux. D'ailleurs, je pensais que tu choisirais plutôt de travailler dans le public. Je partage mon temps. La vie est courte. Et moi, j'ai décidé d'aller vite. Allez où? Aller là où j'ai les moyens de réaliser mes désirs. Puis mes envies aussi. Et à propos d'envie, on pourrait peut-être déjeuner ensemble, non? Peut-être même dîner. Enfin, attention, si t'es libre. Si tu veux. Désolée de t'avoir fait attendre. Personne n'a rien trouvé d'équivoque entre Laurent Fernet et Marianne. Tantôt Bibi dit quoi? La même chose. Tu l'as connu où? On était dans la même bande au lycée. C'était le frère d'un de mes copains. On était toutes amoureuses de lui, mais il nous regardait pas. Ça a changé, on dirait. On va voir où vivait Marianne. Marianne était une jeune fille très bien. Je n'ai jamais eu à m'en plaindre. C'est une histoire absolument abominable. Est-ce que Marianne avait un gros besoin d'argent? Non. Elle travaillait pour payer ses études et elle vivait modestement. On a retrouvé sur elle les cartes de crédit qu'elle avait volées à Madame Fernet. Marianne? Je peux pas croire ça une seule seconde. Vous avez une idée de l'endroit où elle aurait pu vouloir aller avec la voiture la nuit dernière? Non, pas du tout. Et dans son train de vie, vous avez noté des changements, des achats de valeur? Rien de tout ça, je vous assure. Elle payait régulièrement son loyer? Oui. Et elle avait du mérite. Vous savez, de nos jours, il est difficile de mener des études quand la famille ne vous aide pas. Il lui est arrivé quelquefois d'avoir du retard ces derniers mois, mais elle a toujours fini par me régler. Ah, Martin. Marianne Pradier, quel profil? Une jeune fille sage, une étudiante studieuse, peu dépensière, une babysitter hors pair. Juste un peu désinvolte dans son emploi de standardiste. Et cette fille se transforme en meurtrière parce qu'on la vire. Sûrement autre chose. Il faut mettre la main sur ses copains. D'après le rapport d'autopsie, Nelly Fernet est morte très peu de temps après avoir bu son thé. Quant à Marianne Pradier, elle n'avait aucune chance. Polytraumatisme, fracture du crâne, éclatement de la rate. Et côté gynécologique? L'ovaire gauche est en très mauvais état. D'après le légiste, elle devait beaucoup souffrir. Donc son rendez-vous chez Nelly Fernet était justifié? Absolument, oui. Il y a autre chose à propos de Marianne. Quand elle est morte, elle avait complètement digéré son thé. Donc on peut supposer qu'elle est décédée plus d'1 heure après Nelly Fernet. Il faut 20 minutes en voiture le soir pour se rendre sur le lieu de l'accident. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant le reste du temps? Surtout, qu'est-ce qu'elle faisait sur cette route paumée? Vous en êtes tous sur la voiture de Nelly Fernet? On a des cheveux blonds, capitaine, comme ceux de Marianne Pradier. Sur le siège conducteur et aussi sur le siège passager. Ah, c'est curieux. Marianne a pu heurter la tête du passager pendant la chute. Vous savez si ce modèle possède un système de verrouillage automatique des portes? Oui, Major. Comme tous les modèles récents. Quand les secours sont arrivés, les portières étaient fermées? Oui, fermées, mais pas verrouillées. Pourtant,
Pourtant, avec le système de verrouillage automatique, les portes se bloquent au démarrage quand la voiture est à 15 km/h. Or, tu m'as dit qu'elle l'était pas. Exact. Donc, quand la voiture a basculé, elle n'avait pas encore atteint cette vitesse. La voiture était à l'arrêt. Quelqu'un l'a poussée dans le vide avec Marianne à l'intérieur. Elle était morte ou inconsciente. C'est pas Marianne qui a tué Nelly. Elles ont été exécutées toutes les deux par le même meurtrier. Nelly Ferney, 35 ans, Marianne Pradier, 23 ans. Agressées toutes les deux dimanche vers 20h30 au domicile des Ferney. Mais qui était visé? Nelly ou Marianne? En tout cas, il n'y a pas eu effraction. Nelly Ferney a ouvert à son meurtrier. Sur la table d'examen, on a prélevé des fibres de coton gris qui proviennent probablement d'un jogging. En tout cas, ça n'appartient à aucune des deux victimes. Alors, c'est peut-être une trace laissée par le meurtrier. Il devait penser que Nelly était seule. Il l'a tuée, Marianne l'a surpris. Et ensuite, il a décidé de l'éliminer pour lui faire porter le chapeau. Probable. Le meurtrier était forcément un familier. Il savait que le mari de Nelly était à la clinique et que les enfants étaient absents. Par contre, il n'avait pas imaginé qu'elle recevrait une patiente dimanche soir. Mais pourquoi vouloir tuer Nelly Ferney? Une femme du voisinage a repéré un homme qui rôdait autour de la propriété des Ferney vers 19h. Grand, brun, costaud, la quarantaine. Nelly animait une association en faveur des femmes en détresse. La Maison Bleue. Faut aller voir. J'arrive plus à travailler, j'arrête pas de penser à elle. Depuis tout à l'heure, le téléphone n'arrête pas de sonner. Toutes les femmes qu'elle a aidées, elles sont comme moi, sous le choc. Vous accueillez quel genre de personnes? Des femmes battues, violées, des ados enceintes. Toutes celles qui n'osaient pas aller à l'hôpital savaient qu'ici, elles trouveraient quelqu'un qui parlait. Mais ça plaisait pas à tout le monde. Il y a certains hommes qui supportent pas. Encore la semaine dernière, il y en a un qui a débarqué. Il s'appelle Martini. Voir le docteur Nelly Ferney. C'est moi. Elle est où, ma femme? Calmez-vous, monsieur Martini, ou j'appelle la police. Quoi, que je me calme? Ma femme était enceinte. Elle attendait un enfant, notre enfant. Et à cause de vous... Elle est épuisée. Elle n'avait pas la force de supporter une 6e grossesse. C'est vous qui l'avez fait avorter. Non, c'était son choix et uniquement le sien. Vous ne me faites pas peur, monsieur Martini. Votre femme est à l'abri maintenant et vous ne pourrez plus la frapper, c'est clair? C'est à cause de vous si elle s'est barrée. Je vous préviens. Si j'arrive pas à la récupérer, elle et les gosses, je vous fais la peau. Et il s'est manifesté de nouveau, ce monsieur Martini? Non, on ne l'a pas revu. Vous devez avoir son adresse, en tout cas celle de sa femme. Alors racontez-moi, madame Martini. Mon mari aurait fini par me tuer. C'est grâce au docteur Ferney si je suis en vie. J'avais pas le courage de m'en aller sans argent avec mes petits. Elle m'a trouvé un foyer. Elle m'a même prêté de l'argent. Je peux pas supporter l'idée que c'est peut-être à cause de moi qu'elle est morte. Faut pas dire ça, madame Martini. C'est toi qui l'as tué! Salaud! Salaud! C'est pas moi, je te dis! J'ai rien fait! Vous avez déclaré devant témoin à Nelly que vous vouliez lui faire la peau, monsieur Martini. J'étais fou furieux. Je supporte pas ce genre de bonne femme. Je le pensais pas. Et quand vous frappez votre femme, vous pensez à ce que vous faites? Je frappe pas ma femme. Ah, et vous n'avez pas tué non plus Nelly Ferney? Non, non, je l'ai pas tuée. Je savais même pas qu'elle était morte. Vous étiez où dimanche soir? J'étais avec les supporters des Girondins. Ils jouaient contre Lyon. Je peux pas vivre tout seul. Sans ma femme, sans mes mômes, je suis plus rien, moi. Je savais même pas que Brigitte était enceinte. On est quoi, nous les hommes, alors? On n'a
plus le droit de décider de rien, c'est ça? Ah, j'ai pensé à un truc. Cette Madame Wilson qui a appelé Nelly juste avant sa mort, autour de 19h. On a des infos sur elle? Luc. J'ai cherché, j'ai trouvé. C'est une patiente de Nelly Fernet. La semaine dernière, elle a tenté de la joindre à plusieurs reprises, mais tard le soir. Une patiente hypocondriaque? Peut-être. Mais ce qui est curieux, c'est que brusquement, dimanche, après cet appel à 19h, plus rien. Comme si on l'avait prévenu que Nelly était morte. Alors que la nouvelle n'est sortie que le lendemain midi. Entrez, s'il vous plaît. Major Bernier. Bonjour, Major. Bonjour, madame. Ça fait longtemps qu'un beau garçon comme vous n'a pas franchi ma porte. Entrez. Que puis-je pour vous? Nous enquêtons sur la mort du docteur Nelly Fernet. Nelly est morte. Vous l'ignoriez? Absolument. Nelly a été assassinée à son domicile dans la nuit de dimanche à lundi. Mon Dieu. Vous la voyez souvent? Le docteur Fernet me suit depuis 5 ans. Pour un cancer du sein. Nous avons relevé de nombreux appels à Nelly depuis votre portable cette semaine, dont le dernier, quelques heures avant sa mort. Je n'ai pas de téléphone portable. Et pourtant la ligne est à votre nom. La ligne est à mon nom, mais c'est Victor qui l'utilise. Victor? Victor Prigent, un ancien professeur de gymnastique. Je l'emploie pour ma rééducation. Et vous saviez qu'il était en rapport avec Nelly Fernet? Bien sûr, c'est avec moi qu'il l'a rencontré. Elle a voulu retrouver sa forme après la naissance de son 2e bébé. Il lui donnait des cours de gymnastique à domicile. Il a sa petite clientèle privée. Ça lui arrondit ses fins de mois. Et vous savez où il est en ce moment? Il habite la petite maison du gardien à l'entrée de la propriété. Allez voir. Notre témoin a reconnu Victor parmi 5 personnes. C'est bien lui qui rôdait près de chez Nelly Fernet dimanche soir. Je lui donnais des cours de gym à Madame Fernet. 2 fois par semaine, c'est tout. Je suis pas venu chez elle ce dimanche. Vous l'avez appelé 10 fois durant ces 3 derniers jours. Pourquoi? J'avais des problèmes. Quel genre de problème? C'était personnel. J'avais besoin de lui parler. Pourquoi mentir, monsieur Prigent? Un témoin vous a formellement reconnu dimanche vers 19h près du domicile des Fernet. Que vouliez-vous à Madame Fernet? Pourquoi vous avez sonné à sa porte? Mais je l'ai pas tué. Donc vous reconnaissez que vous êtes passé chez elle? J'ai rien entendu. Oui. Je suis tombé raide dingue de Nelly. Dès que je l'ai vue. J'ai jamais osé le lui avouer, mais un jour, pendant que je la faisais bosser, j'ai fait un geste que j'aurais jamais dû faire. Elle m'a demandé de partir illico, elle m'a même pas laissé le temps de m'expliquer. Elle n'a plus jamais voulu me revoir. C'était quand ce geste? Il y a 1 semaine. J'ai essayé de la joindre pour m'excuser ou au moins m'expliquer. Mais si je laissais mon numéro s'afficher, elle me prenait plus. Ou si elle entendait ma voix, elle raccrochait. Donc dimanche, vous êtes passé chez elle et vous l'avez harcelée jusqu'à ce qu'elle vous ouvre? Non. D'abord, j'ai longtemps tourné autour de sa maison. Et puis j'ai sonné à sa porte et elle a fini par ouvrir. À peine j'ai commencé à m'expliquer qu'une fille est arrivée. Elle pleurait. Ça ne sert à rien, j'aime mon mari, vous comprenez? Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Nelly, j'en peux plus. Je veux pas mourir, j'ai mal. Calmez-vous, Marianne, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas mourir? C'est à cause des trucs qu'on me fait. Je veux plus jamais. Qu'est-ce que vous voulez plus? J'en ai marre de faire la bonne fée. Si j'avais su ce qu'allait se passer, je serais jamais parti. La bonne fée? À ton avis, elle parlait de quoi, Marianne? On dirait une sorte de jeu. Un nom de code? Un code? Pour une activité illégale, tu crois? Attends, une bonne fée, c'est quelqu'un qui exauce les vœux, qui apporte du bonheur.
Luc, tu trouves quoi si tu tapes bonne fée sur Internet? Alors, bonne fée, bonne fée, bonne fée. Bon, on trouve plein de choses différentes, hein, contes pour enfants, confiseries en tout genre. Ah oui, là, regardez, recherchons bonne fée pour un don. Nous essayons de faire un bébé depuis plus de 4 ans, mais je ne parviens pas à être maman. Si vous habitez près de Bordeaux et que vous voulez être une bonne fée pour notre couple, contactez notre site. Ah ben voilà. Une bonne fée. C'est le nom de code pour les femmes qui donnent ou qui vendent leurs ovules à celles qui peuvent pas avoir d'enfants. Et en France, la vente d'ovules est illégale. Nelly Fernet aurait été mêlée à un trafic d'ovules? L'analyse des cheveux de Marianne Pradier indique qu'elle était bourrée de chlomide. C'est un médicament utilisé pour la stimulation ovarienne. C'est-à-dire qu'au lieu de produire un seul ovule, l'ovaire en fabrique une dizaine. Et pourtant, on n'a rien trouvé d'anormal à l'autopsie. Ah oui, mais ça c'est tout à fait normal parce qu'une fois que les ovules sont prélevés, on ne voit plus rien. En revanche, ça explique le très mauvais état de l'ovaire gauche. Marianne et Nelly sont pas mortes ensemble par hasard. Quelqu'un a voulu se débarrasser des deux femmes à la fois. Pourquoi, pour les faire taire? Peut-être. Le lieutenant Charlieu enquête sur un réseau implanté dans la région. En France, pour un couple stérile, recevoir un ovocyte, c'est un vrai parcours du combattant. Les donneuses doivent le faire à titre gratuit, répondre à des critères très précis, avoir déjà un enfant, vivre en couple, avoir moins de 38 ans. D'où les filières illégales moyennant finance. Ça tourne autour de 5 000 €. Nelly Fernet avait toute facilité de recruter des donneuses dans son association La Maison Bleue, et par là même, de satisfaire le désir d'enfant des couples aisés qu'elle rencontrait dans son cabinet privé. Donc ces couples cherchent le bébé parfait venant de la donneuse idéale. Étudiante brillante, jolie, mince, Marianne avait le profil rêvé. Et Nelly pouvait procéder aux implantations d'ovules en toute impunité à la clinique Saint-Martin. Effectivement, ce genre d'intervention nécessite un milieu hospitalier. Alors les médecins se cachent souvent derrière une célioscopie remboursée par l'assurance maladie. Ça permet à la clinique de se faire payer la prestation par la Sécu, au couple de se faire rembourser. Tout le monde s'y retrouve. Bon, il faut récupérer les dossiers de toutes les patientes de Nelly Fernet. Ouais, on verra bien si des femmes qui avaient de graves problèmes de stérilité sont tout à coup retrouvées enceintes. Il faut l'accord du juge ainsi que celui de l'ordre des médecins. Vous n'avez pas le droit de mettre le nez dans les dossiers médicaux. On a l'accord du procureur. Et ce monsieur est un médecin envoyé par le Conseil de l'ordre. C'est n'importe quoi. Nelly est une victime. Et pendant que vous la soupçonnez de je ne sais pas quoi, son assassin court tranquille. Et justement, laissez-nous faire notre travail. Allez-y. Et qu'est-ce que vous cherchez exactement, là? Est-ce que votre femme avait des patientes stériles dans sa clientèle? Évidemment, comme tous les gynécos. Quel rapport avec sa mort? Marianne Pradier vendait ses ovocytes. Marianne vendait... Mais qu'est-ce que Nelly a à voir là-dedans? Vous allez pas me dire que vous la soupçonnez, non? Nous cherchons à comprendre. Ce numéro italien qui a appelé Marianne Pradier de temps en temps, ça me travaille. Il a appelé à 18 h le jour de sa mort, juste avant qu'elle aille chez Nelly Fernet. Ouais, t'as raison, ça peut pas être un hasard. T'as l'identité du correspondant? Ah non, pas encore. Ça va? Alors? Avec le relevé de portable de Marianne, j'ai retrouvé le chauffeur de taxi. Tu sais, celui qu'elle avait appelé pour se rendre chez Nelly. Il l'a chargé en bas de chez elle, elle était en train de se disputer avec un homme qui portait un sweatshirt gris. Gris? Comme le fibre qu'on a retrouvé sur la table d'examen chez Nelly? Bah, ça pourrait être lui. Un homme brun, barbe naissante. Le juge a trouvé une piste en examinant les dossiers du cabinet privé de Nelly Fernet. Une femme enceinte après des années de traitement infructueux contre la stérilité. Charlotte Maréchal. Madame Maréchal, le docteur Nelly Fernet était votre gynécologue, c'est ça? Oui. C'est affreux ce qui lui est arrivé. Je l'ai appris par la radio. C'est elle qui a suivi votre grossesse? J'ai été suivie par l'obstétricien qui m'a accouchée. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Nous pensons que vous avez eu recours à un don de vos sites pour concevoir votre enfant. Pardon?
C'est ma fille, voyons, Que vous ayez payé les services d'une donneuse illégale? De quel droit? Sortez de chez moi immédiatement. Bien. Nous allons demander au juge un test ADN pour vérifier tout ça. Attendez, on s'est tellement battu pour avoir notre petite Alice. Effectivement, on a eu recours à un don d'ovocytes. Mais nous sommes allés en Belgique. Je sais qu'il existe un réseau illégal à Bordeaux. J'en ai entendu parler, mais j'avais pas les moyens. Nelly Fernet n'a rien à voir là-dedans. Vous connaissez cette jeune femme? Je ne l'ai jamais vue. C'est Audrey. C'est une amie de Marianne, j'ai réussi à la contacter à la fac. Bonjour Audrey. C'est gentil d'être venue jusqu'ici. Je peux pas croire que Marianne a été assassinée. Vous allez peut-être pouvoir nous aider à arrêter celui qui l'a tuée. J'ai relevé ces derniers temps des appels provenant d'un portable italien. Ça vous dit quelque chose? Marianne avait un copain, une copine en Italie? Je suis pas au courant. Vous étiez amis depuis longtemps avec elle? Il y a 2 ans, on était dans le même groupe de travaux dirigés. Elle vous a parlé de ce qu'elle faisait pour gagner de l'argent? Audrey, on sait que Marianne vendait ses ovules. Ce qu'on aimerait savoir, c'est à qui? Elle me l'a proposé, mais j'ai refusé. Elle passait son temps à bosser. Elle voulait avoir de quoi vivre sans mettre en danger ses études. Elle a gagné pas mal de fric, je crois. Elle l'avait proposé à d'autres filles? C'est possible, mais je les connais pas. Vous savez combien de transferts elle a fait? 3. Mais le 3e, c'était vraiment un contre-cœur. Je sais parce que je l'ai vu juste après. Elle était mal. J'ai mal, Audrey. Elle me fout la trouille. J'aurais pas dû. T'as pas des trucs à prendre pour que ça passe? Si, mais ça revient. Et tu crois que je pourrais encore avoir des enfants, moi? J'ai peur d'avoir tout abîmé dans mon ventre. Tu sais, c'est pas comme si j'avais donné mon sang. Tu te rends compte, j'ai déjà 2 bébés à moi. Ils grandissent quelque part. Puis bientôt 3. Pense pas à ça. Vous vous souvenez de la date des premiers transferts qu'elle a subis? Le premier, c'était en avril l'année dernière. Le 12. Juste après nos partiels. Et le second, c'était juste avant Noël. Martin, on sait quand Marianne a donné ses ovules. Faut vérifier avec l'emploi du temps de Nelly sur ses agendas. Alors, le 12 avril, elle était où? Oui, regarde. Congrès à Barcelone. Et à Noël, entre le 20 et le 25? À la montagne avec ses enfants. Nelly a pas pu effectuer ses transferts d'ovules. J'ai épluché les livres de la clinique sur 3 mois, mais j'ai rien trouvé de suspect. On connaît les jours où Marianne a donné ses ovules. Or, les 2 fois, Nelly n'était pas à Bordeaux. On pense qu'elle n'est pas impliquée dans le réseau. Au contraire, elle est morte sans doute pour avoir essayé de le dénoncer. Ces dates de transfert de Marianne, vous avez essayé de les recouper avec des célioscopies opérées à la clinique? C'est ce que je suis en train de faire, oui. Ah tiens, regarde, vendredi, 2 jours avant le meurtre. Ce matin-là, Marianne s'est fait prélever ses derniers ovules. Ben voilà, Noémie Destivo, vendredi matin, elle a subi une célioscopie à visée diagnostique. Qui a pratiqué l'examen? Docteur Fernet. Laurent Fernet. Merci. Madame Destivo, on vous a fait une célioscopie à visée diagnostique vendredi dernier à la clinique Saint-Martin, c'est ça? C'est exact. Cet examen cachait un transfert d'ovocytes, n'est-ce pas? Vous le savez déjà, sinon je ne serais pas ici. Quel est le nom du médecin qui a procédé à ce transfert? Le docteur Laurent Fernet. Vous connaissez le nom de la jeune femme sur laquelle ont été prélevés les ovules qu'on vous a implantés? Marianne Pradier. Écoutez, on n'a tué personne. On n'a rien à voir avec sa mort. On a payé très cher pour cette intervention, c'est tout ce qu'on a fait. Quel que soit le prix, Madame Destivo, l'achat d'ovocytes est hors la loi, vous comprenez? La loi ne tient pas compte de la douleur des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est pas mon rôle d'en juger. Racontez-moi plutôt comment ça s'est passé. Mon obstétricien, le docteur Gendrin, m'a conseillé un médecin de la clinique Saint-Martin. Il a tout organisé pour nous avec le docteur Fernet. On nous a présenté plusieurs candidates et on nous a donné les renseignements sur elles. On a choisi Marianne pour son physique et son quotient intellectuel. Mais on l'a bien regretté. Quand on est sorti de la clinique après l'intervention, elle nous attendait.
C'est moi, votre bonne fée. Je veux vos coordonnées. Écoutez, vous n'étiez pas censé nous rencontrer. Désolé, mais tout devait rester anonyme. Parce que vous savez pas tout de moi, peut-être. Et qu'est-ce que vous feriez de nos coordonnées? Vous voulez plus d'argent, c'est ça? Non, pas du tout, non. Je veux juste pouvoir prendre des nouvelles du bébé. Des nouvelles, mais c'est pas possible. Vous étiez d'accord, maintenant c'est terminé. Bah ça, c'est vous qui le dites. Parce que si c'est comme ça, je vais tous vous dénoncer, moi. Quand je pense que je porte l'enfant d'une femme qui s'est faite assassiner. J'ai tout de suite appelé Gendrin pour me plaindre. Nous avions payé assez cher pour être sûrs de garder l'anonymat. Le docteur Gendrin, vous dites? Oui. Il est sur Bordeaux, je suppose. Oui. Mathilde, Bernie est à la clinique, allez le rejoindre. Je m'occupe de Gendrin. À quelle heure le docteur Laurent Fernet a quitté la clinique le jour où sa femme est morte? À 6h du matin. Il a opéré 5 heures d'affilée cette nuit-là. Il n'a pas pris de pause? Si, entre 2 opérations. Combien de temps? 3/4 d'heure, 1 heure. Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il est allé se reposer dans son bureau. Il a dû certainement faire une somme sur son divan. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai voulu lui porter du café, mais la porte était fermée à clé. Il voulait certainement ne pas être dérangé. Il est où son bureau? Bah, juste là, au rez-de-chaussée. Il a une fenêtre qui donne sur l'extérieur? Oui, sur le parking. Pourquoi? T'étais le garde vendredi dernier? Non, mais j'étais dans le coin. Pourquoi? T'as rien remarqué d'anormal ici ces derniers temps? Si. Depuis 3 jours, je t'y vois tous les jours. Remarque, c'est une nette amélioration de mes conditions de travail. Bon, à part ça. Non, franchement, non. Et tu t'entends bien avec le docteur Fernet? Oui, très bien. Pourquoi? Et tout allait bien entre sa femme et lui? Ah oui, il était vraiment amoureux d'elle. Bon, il avait des petites aventures comme ça de temps en temps. C'était pas toujours facile pour Nelly, mais elle se laissait pas faire. Bah, elle détenait la moitié des parts de la clinique qu'elle avait de son père. Et crois-moi, elle savait le lui rappeler. À ton avis, ça prend combien de temps pour prélever un ovocyte? Alors ça, c'est pas vraiment ma spécialité, mais je dirais une 20aine de minutes. Le docteur Gendrin est en train de faire une randonnée dans l'Atlas marocain. Impossible de le joindre. On va attendre son retour pour l'interpeller. En attendant, on examine ses dossiers. Et vous? Il y a un trou de 45 minutes dans l'emploi du temps de Fernet. Il s'est enfermé dans son bureau de la clinique au rez-de-chaussée. Il a pu partir par la fenêtre. Matériellement, il a eu le temps de tuer les 2 femmes et de revenir. Je veux Fernet demain matin à la SR, à la première heure. Non mais c'est quoi là? Vous êtes en train de m'accuser d'avoir tué ma propre femme, c'est ça? Et Marianne Pradier aussi. Les transferts d'ovocytes ont lieu dans votre clinique. Et un couple de receveurs vous a formellement identifié. Un couple de receveurs m'a formellement identifié? Mais qui? Vous êtes fous quoi? Vous avez monté une mise en scène pour faire croire que Marianne était la meurtrière de votre femme. Vous connaissez le docteur Fernet? Mais enfin, c'est pas lui, le docteur Fernet. Nous allons vous montrer des photos du personnel de la clinique. Le voilà, le docteur Fernet. C'est lui. L'homme avec lequel Marianne se disputait lorsque le chauffeur de taxi est venu la chercher, c'est lui. Paul Larieux. Le docteur Gendrin était en contact avec les couples désireux d'avoir un enfant. Paul Larieux trouvait les donneuses et pratiquait l'intervention. Il se servait de la clinique sans que Nelly ou le docteur Fernet le sachent. Il devait avoir des complices sur place. On tient le réseau. Et le portable italien? Ça doit être à lui. Il a pu se le procurer lors d'un voyage en Italie et il s'en sert pour contacter ses donneuses. Quand il a su que Marianne craquait après son dernier prélèvement d'ovocytes, Paul Larieux l'a appelée pour la convaincre de se calmer. Ça n'a pas marché, il est allé jusque chez elle. Il l'a interceptée au moment où elle voulait prendre un taxi pour se rendre chez Nelly. Il a voulu la dissuader de parler, en vain. Il a donc suivi Marianne jusque chez Nelly, et là, il a décidé de les tuer toutes les 2. Qu'est-ce que vous faites là? Putain, c'est ridicule! Ça suffit, vous aurez tout le temps de vous expliquer. Allez, vous récupérez les dossiers, les papiers. On a prélevé des fibres de coton gris qui proviennent probablement d'un jogging. On embarque la veste de jogging.
docteur Gendrin cherchait une solution pour un couple qui voulait avoir un enfant et j'ai accepté de pratiquer l'intervention. L'arthrose portable, chez vous. Vous l'avez acheté en Italie, il y a 6 mois. Vous l'avez utilisé pour appeler Marianne Pradier juste avant qu'elle se rende chez Nelly Fernet. Je voulais prendre de ses nouvelles. Et une demi-heure plus tard, vous êtes allé chez elle. Un chauffeur de taxi vous a vu vous disputer sur le trottoir. Marianne voulait dénoncer les transferts d'ovules, vous avez essayé de l'empêcher. Elle n'était pas dans son état normal, j'ai essayé de la calmer, c'est tout. Où tu vas, là? J'en ai marre, je veux plus tremper dans tes magouilles. Au départ, on se laisse avoir par l'argent. Puis on pense même qu'on va rendre service. Puis qu'il n'y a pas de mal à ça, forcément. Tu as aidé 3 couples en détresse à avoir un bébé. Mais tout ça, c'est pour le fric. Personne nous parle de la souffrance physique. L'angoisse, le vide. À cause de toi, je risque de plus jamais avoir d'enfant en moi. Lâche. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Vous l'avez suivi chez Nelly Fernet, vous l'avez vu sonner à la porte et croiser Victor Prigent. Et froidement, vous avez mis au point votre plan. Et ça, c'est votre hypothèse, hein? De toute façon, vous n'avez aucune preuve. Et si, monsieur Larieux, votre sweatshirt gris, il a laissé des fibres chez Nelly Fernet, précisément sur la table d'examen où s'est allongée Marianne Pradier. C'est pas une preuve, ça. Vous allez être déféré devant le juge. Elle n'a même pas voulu m'écouter. Seulement, elle s'était mise à ma place au moins 5 secondes. Nelly, c'est moi, Paul. Faut que je te parle. Ah, tu tombes bien. Il faut que je t'explique. Quand Laurent saura ce que tu trafiques à la clinique. Calme-toi. Tu plaisantes? Je peux te dire que tu peux faire une croix sur ta carrière.